ils ont décidé de se dire oui dans le plus grand secret. On avait tout planifié, tout prévu pour se marier en cachette. On n'avait pas envie de se prendre la tête avec les fleurs, les menus, la salle, etc. Mais pourquoi se sont-ils mariés en cachette? On avait monté un plan. J'avais acheté carrément la robe que j'ai mis tout au fond, dans le placard, caché. Au bout de 15 ans, si on se mariait, c'était pour nous deux. Et la seule façon de le faire, c'est de se marier sans rien dire à personne. Ah, on voulait que ce soit notre petit jardin secret. Notre journée à nous, notre histoire à nous, notre journée à nous. Mais est-ce que mariage en catimini rime vraiment avec mariage réussi? J'étais très ému, parce que on ne va pas à la mairie quand on va chercher une baguette de pain. Je savais qu'elle allait me dire oui quand même, mais... Et il y avait un fonctionnaire communal, et c'est elle qui nous a donné le seul cadeau qu'on ait eu, ce qui est le bic avec lequel on a signé le papier. Il m'a ramené du soleil dans ma vie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Toute une histoire. Nos invités vont aujourd'hui nous faire le récit du plus beau jour de leur vie, leur mariage. Ils ont voulu en faire leur petit secret, le garder pour eux, ne le partager avec quasiment personne. Et ils nous font donc un beau cadeau aujourd'hui en nous le racontant. Alors pourquoi ont-ils choisi de s'unir en toute discrétion quand la plupart des gens rêvent à l'inverse au faste des contes de fées? Ont-ils un jour regretté leur choix? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et puis dans l'histoire continue, nous prendrons des nouvelles de Valérie et de Thierry, mais faisons sans plus attendre la connaissance d'Anan, une jeune femme, vous allez le voir, très déterminée. Bonjour Anan. Bonjour. C'est de Théo, votre premier amour dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Vous a-t-il tout de suite tapé dans l'œil lorsque vous l'avez rencontré? Pas du tout. Ah, vous aviez quel âge, lui, vous, à ce moment-là? J'avais 19 ans quand je l'ai connu. Et lui? Il avait 17 ans. Donc 2 ans plus jeune que D'écart, vous. oui. À quel moment vous avez commencé à lui trouver du charme? On était au lycée ensemble, c'était à la fin de l'année scolaire. Quand on a commencé... Enfin, on se voyait pas vraiment. Moi, je faisais un peu attention à lui au lycée. Lui, pas vraiment. Et un jour, il m'a proposé de venir voir un match de rugby. Et on va dire que je suis rentrée célibataire au stade et je suis sortie en couple. Qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, à l'époque, il s'est cassé le bras. Et en fait, en parlant avec lui de son bras, du rugby, de beaucoup de choses, j'ai trouvé qu'en fait, c'est pas ce que je pensais de lui vraiment durant toute l'année au lycée, qu'il n'était pas vraiment quelqu'un d'égoïste, le petit-fils, on va dire, gâté de son papa et sa maman. Et du coup, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, puis on est sortis ensemble. Au stade? Bon. Oui. Et après, comment ça s'est enchaîné? Après, on va dire que c'était... En fait, comment je vais vous expliquer? En fait, moi, je cherchais quelqu'un j'étais quelqu'un d'assez sérieuse. Dans la vie, j'étais toujours comme ça, même si j'étais assez jeune. Et je cherchais quelqu'un avec qui je pouvais passer un petit moment de folie, en fait. Et il m'a donné ça. Ce moment de folie, de faire ce qu'on veut, quand on veut, de ne pas regarder les gens, de ne pas toujours se dire non, mais les gens, ils vont penser ça, ou vraiment. Et c'est là où je commençais à tomber amoureuse de lui. Donc c'est plutôt sympa comme tableau. Donc en gros, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui vous surprend, avec lequel vous ne vous ennuyez pas, qui est sympathique, drôle, ouvert. Je comprends que vous soyez tombée amoureuse de lui. Oui. Alors, est-ce que vous l'avez présenté à votre famille? Un moment après, oui. J'en avais parlé à ma mère. D'ailleurs, au retour du stade, elle a vu que j'avais un peu les yeux qui brillaient. Et je lui ai un peu parlé parce que j'ai une maman avec qui je m'entends super bien et c'est vraiment une amie à moi. Et on se raconte tout. Du coup, oui, je lui ai parlé, mais dès que j'ai dit son âge, elle a pensé que c'était juste
en sachant que voilà, elle me connaît, elle sait que je suis quelqu'un d'assez sérieux, elle a pensé que c'était juste un passage et qu'on n'allait pas continuer ensemble. Et puis l'histoire a duré. Donc elle l'a accepté? Elle l'a accepté, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je suis son bébé et le fait de sortir tout le temps alors que j'étais pas du tout comme ça, de lui commencer à lui cacher des choses et elle n'a pas vraiment aimé, on va dire. Donc elle a tout fait, j'imagine, pour faire capoter cette relation? Je veux pas vraiment être méchante et dire ça, mais on va dire qu'elle a tout fait pour, oui, me garder pour elle. Voilà. En fait, je sais pas si elle se rendait compte. Pour elle, tout ce qu'elle faisait, c'est me protéger. Elle n'a pas vraiment fait attention, elle n'a pas fait ça exprès pour me faire du mal. Ou non, c'était juste le fait de me protéger, comme si lui, il était là pour me faire du mal. En tout cas, elle n'était pas forcément très ouverte à cette relation. Oui. Est-ce que du côté de ses parents à lui, vous étiez mieux acceptés? De son côté, il y avait sa maman, que c'était son petit bébé à elle aussi, qu'il ne fallait pas le toucher. Que c'était pas vraiment facile au début, entre les deux familles. Vous sentiez que c'était du sérieux? Oui. Pour lui, j'ai été son premier amour. Et pour moi, il est mon premier amour. Et du coup, je ne sais pas, le fait de vivre cet amour, on ne voulait vraiment pas le perdre. C'est un sentiment tellement magnifique que le perdre, on ne sait pas si on va le retrouver après. Et du coup, on s'est dit, on s'en fout de tout le monde et on va vivre notre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? On a décidé, avant, non, on n'avait pas de projet de mariage. Pour nous, comment il est venu ce projet de mariage? Par rapport à ma mère. C'est-à-dire? Elle me disait, c'est pas quelqu'un de sérieux qui va un jour... on va dire que moi, je suis d'origine marocaine et chez nous, c'est pas facile, on va dire. Il y a le mariage, après, on ne vit pas ensemble pendant une période et après, on se marie. Ça n'existe pas, ça existe, mais chez ma mère, non. Et du coup, c'était le point sensible dans l'histoire. Aussi, du côté de sa maman, elle n'envisageait pas pour son fils une histoire longue durée. Pour elle, elle voulait que son fils rencontre plusieurs... Enfin, pas vraiment ça, mais elle voulait que son fils s'éclate, pas qu'il s'étouffe par des problèmes dès le début. C'est normal, quand on a un oui. fils aussi jeune, on ne peut pas imaginer qu'il puisse se marier à cet âge-là. On a envie qu'il accumule des expériences. Oui. Moi, en tant que maman, c'est ce que je dis à mon fils, en tout cas. J'imagine qu'elle lui a dit la même chose. En tout cas, il fait pas plus jeune que vous, cet homme-là. Hein, il fait plutôt plus âgé que son âge. Ça, c'était nos premières vacances ensemble. On est allés au Maroc cet été. Et oui, il est assez mature quand même, vraiment. Il est quoi? Il est assez mature. Alors, comment vous en êtes venu à vous décider de vous marier? En fait, on va dire, les familles nous ont étouffés un peu. Et nous, tout ce qu'on voulait, c'est vivre ensemble. Et vivre ensemble, dans notre cas, c'est se marier. Du coup, voilà, on voulait se marier et on avait tout planifié, tout prévu pour se marier en cachette. Et c'était vraiment très dur ce moment-là parce qu'il y avait ma mère qui me posait des questions qu'elle disait toujours à ma sœur ou à moi. Je sais qu'Anan, elle ne va jamais me cacher quelque chose parce qu'on est assez proches. Et parfois, moi, je sais très bien que je cache un lourd secret et c'est pas facile. Et j'étais là, c'était vraiment dur à... Vous étiez un peu tiraillée. C'est ça. Et pourtant, vous avez préparé votre mariage. Il devait y avoir combien de personnes à ce mariage? Des amis, les témoins, puis c'est tout. J'avais acheté carrément la robe que j'ai mis tout au fond, dans le placard, caché. Et on avait tout planifié. Et vous deviez vous marier où, comment? Alors, sachant que ses parents ils ne le savent pas, ni mes parents, on devait se marier à côté de chez ses parents. Et la mairie n'est pas très loin de la maison. Mais ça doit être terrible quand même de décider de se marier dans le secret, alors que vous étiez si proche de votre maman. Et puis, il y avait d'autres motifs de culpabilité pour vous? C'était vraiment très, très dur. Parce que je la voyais tous les jours. Parce que, voilà, et ma mère, elle prend beaucoup soin de moi, vraiment. Parfois, préparer le petit-déj, alors que je suis assez grande. Et c'était vraiment le fait de la voir, de papoter le matin, d'aller faire des shopping ensemble. Et je sais que je cache quelque chose. C'est difficile de porter un secret aussi lourd. D'autant plus que vous étiez quand même quelqu'un de culpabilisé. Il y avait eu quelque chose de lourd dans votre histoire familiale. Oui. Que vous portiez en vous. Qu'est-ce qui s'était passé?
On va dire que... Excusez-moi. On va dire qu'après le décès de mon petit frère, j'avais 6 ans, mais ça revient toujours. Il avait 4 ans et il est décédé devant mes yeux. De quoi? Un accident. De quoi? Pas très loin de la maison, c'était un camping-car qui l'a écrasé devant moi, alors qu'on venait juste de recevoir 2 vélos, nous les deux. Et le fait, en fait, que mon frère est décédé assez jeune, ma mère, elle m'a beaucoup protégée parce que j'ai été la petite, parce qu'on prenait le biberon en même temps, comme si on était des jumeaux, alors que ce n'était pas le cas. Mais il n'y avait même pas 2 ans, il y avait 1 an de différence. Et du coup, le fait que quand lui il est décédé, on va dire qu'elle s'est focalisée sur moi. Elle a essayé de tout faire pour me protéger, vraiment, de tout le monde. Et à l'âge de 11 ans, ma mère, elle devait venir en France pour travailler. Elle est assistante de vie et elle a accompagné la personne de qui elle s'occupait. Quand on était au Maroc, elle l'a accompagnée ici et du coup, elle a travaillé pendant 6 ans ici. Je suis restée avec ma sœur au Maroc. C'était après le décès de votre petit frère, ça? Non, c'était avant? C'était après, oui. C'était à l'âge de mes 11 ans. Et le fait de vous ne la voyez pas pendant 6 ans? Je la voyais 1 fois par an. Et le fait, c'était très, très dur. Et quand je suis rentrée ici en France, ça va faire 4 ans bientôt que je suis en France, c'était, on va dire qu'elle voulait récupérer la petite fille qu'elle a laissée à l'âge de 11 ans. C'était juste pas possible. Donc vous avez rattrapé tout le temps perdu, vous aviez besoin de passer du temps avec elle et d'être complice et d'être proche d'elle. On va dire qu'on ne peut pas rattraper 6 ans. C'est pas possible. En fait, ce que je comprends, c'est qu'elle avait tellement besoin de retrouver la petite fille que vous n'avez pas voulu... vous n'avez pas osé lui dire que vous alliez vous éloigner d'elle en épousant Théo. Oui, c'était hors de question pour elle de me perdre encore une fois, en sachant que c'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute, voilà, de choisir le fait d'être loin de ses filles. Et en fait, ma mère, elle est aussi assez jeune. Et le fait de venir ici, pour elle, on n'a que nous deux, moi et ma sœur. On avait perdu mon frère, il ne nous restait plus que nous deux. Le fait de nous laisser, c'était très, très, très compliqué pour elle, la voir 1 fois par an. Et le fait quand je suis arrivée ici, elle a trouvé que j'ai complètement changé. Donc, on ne s'entendait pas comme avant. J'étais plus la petite fille. La petite fille a grandi et du coup, elle a changé. C'est normal, elle est passée par l'adolescence. Après, voilà, quand elle a récupéré, elle était majeure. Et c'était pas facile, le fait de vivre ça. C'est hallucinant, comme vous parlez de vous, vous avez une espèce de regard, on va voir ce qu'en pense Frédéric, mais on a l'impression que vous regardez tout ça, vous avez très bien analysé déjà tout ça, vous parlez de vous comme si c'était d'une autre personne. Et en même temps, vous avez eu cette maturité de choisir votre bonheur, c'est-à-dire sans vouloir peiner votre mère, vous ne vous êtes pas oublié dans cette histoire. Non, parce que je me suis oubliée pendant un moment. Et déjà, je me disais que la vie n'était pas facile avec moi depuis toute petite. Et qu'on vit qu'une fois dans la vie. Et on n'a qu'une maman. Bon, Frédéric, avant de parler du mariage, un point de vue sur cette histoire très touchante. Je trouve très touchante, Anan, dans sa manière de raconter son histoire et de se laisser aller à son émotion. Et il y a beaucoup de blessures, en fait, dans votre histoire. Blessures de perte, blessures d'abandon, de culpabilité. Ça fait beaucoup pour une si jeune femme. Et ce qui vous a plu chez Théo, c'est vraiment ce côté liberté aussi, d'accéder à la liberté de l'adulte que vous êtes, de la jeune femme que vous êtes aujourd'hui, et avec cette mère qui voulait vous maintenir dans la petite fille, la bonne fille qui est chargée de guérir ses blessures à elle. Et je comprends que vous ayez été tiraillée et que ce soit si compliqué d'être écartelée comme ça entre 2 pôles importants de votre vie, parce qu'effectivement, votre mère, elle est hyper importante, mais vous avez grandi et vous aviez besoin de cet élan de vie que vous a apporté ce garçon. Parce que moi, c'est ça qui me frappe, c'est cet élan de vie et cette liberté qui vous a donné, parce que ce qui vous a plu, c'est ce qui vous permettait d'exprimer votre fantaisie. Et ça, c'est le vivant. Et c'est compliqué quand on perd un frère ou une sœur de s'autoriser à vivre. C'est très compliqué. Surtout
surtout qu'il est décédé, enfin pas décédé, mais qui s'est fait écraser devant mes yeux alors que j'avais que 6 ans. C'est ce qui était horrible. Et le fait de faire des cauchemars pendant des nuits et de voir mon frère, c'était très dur à vivre dans la famille. Et en fait c'est ça, c'est ce qui a fait dès le début. C'est là où j'ai l'impression que c'est là où ma vie a commencé, mon histoire a commencé. C'est construite avec ça. C'est au décès de mon frère et c'est grandi avec moi. C'est comme si lui, et du coup, quand je voyais Théo, en fait, mon frère, il était tellement, on va dire qu'il jouait tout le temps. Il n'était jamais malade, plein de vie. Et le fait de retrouver un homme qui me fait vivre ça, c'est pas que c'est mon frère, non, c'est qu'il m'a rapporté ce que j'avais perdu. Absolument. Vraiment, depuis toute petite, depuis vraiment... Quel âge aujourd'hui? Pardon? Vous avez quel âge aujourd'hui? 22 ans. Je suis impressionnée par la maturité. Oui. Et voilà, très impressionnée. En même temps, avec des épreuves pareilles, c'est là où on nous montre qu'on se construit à partir d'épreuves. Ça nous fait grandir plus vite et comprendre des choses que bien des personnes n'auront pas comprises à 50 ans. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes avec Théo là? 2 ans. 3 ans qu'on se connaît et 2 ans... Vous nous raconterez où vous en êtes aujourd'hui. On va d'abord ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Jamais de la vie », un titre qui renvoie à l'histoire d'Isabelle que nous allons découvrir tout de suite. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous aviez 24 ans lorsque vous avez craqué pour un certain Patrick. Est-ce que déjà vous rêviez à votre futur mariage à cette époque-là? Oui, je rêve d'un grand mariage de conte de fées depuis que je suis toute petite. Je rêvais d'un mariage à l'église, pas pour le côté chrétien, mais pour le côté symbolique du lieu. Je me voyais remonter tout le centre de l'église jusqu'à l'autel au bras de mon papa. Est-ce qu'il y a une petite fille qui ne rêve pas de ça? Ça existe? Peu. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Tout le monde. Hein, je pense que toutes les petites filles sont nourries aussi de ce fantasme de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hein. J'avais même très longtemps, je pense que je l'ai encore toujours, la robe de mariée dont je rêvais pliée en 4 quelque part dans une boîte pour le jour où je pourrais me marier. Quoi. Donc c'est vrai que... Une vraie robe pliée en 4? Une image d'un magazine. Quoi. Ouais. Elle ressemblait à quoi? C'était une robe bustier, voilà, avec un peu sur les manches. Enfin, voilà. Je l'avais trouvée très sympa et je l'avais mis de côté. Une robe avec un col montant, comme dans Peau d'âne. Non, quand même pas. Comme ça, mon rêve, de Peau d'âne. Delphine Seyrig. Delphine Seyrig avec le col qui remonte comme ça. Alors, comment acceptiez-vous l'idée que l'homme que vous aimiez n'ait pas du tout envie, lui, d'officialiser votre union? Il ne me l'a jamais caché. Quand j'ai rencontré Patrick, moi j'avais déjà 24 ans, il en avait 4 de plus, donc on était déjà des adultes. Il m'a tout de suite dit qu'il ne croyait pas du tout au mariage. D'abord, le côté catholique, il n'en voulait absolument pas. Donc l'église, c'était hors de question. Et puis, pour lui, le mariage, c'était l'histoire d'un couple, c'était pas l'histoire d'officialiser, d'avoir des papiers officiels devant quelqu'un. Il ne voulait rendre de compte à personne. Et donc, je le savais dès le départ. Et même pas vous faire plaisir à vous? La femme? Non, parce que... A priori qu'il aimait. Certains hommes le font aussi pour faire plaisir. C'est vrai, mais il le prouvait dans la vie quotidienne qu'il tenait à moi d'autres manières. Donc effectivement, je me suis vite dit que c'était pas très grave, que j'allais peut-être le faire changer d'avis, parce que je ne renonçais quand même pas. Je me suis dit peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il changera d'avis et on y arrivera. Mais c'est pas qu'on a eu un coup de foudre, mais on s'est très vite rendu compte qu'on était vraiment très compatibles et qu'on allait construire une vie qui nous convenait à tous les deux. On était sur la même longueur d'onde et donc c'était pas grave. Il n'y avait pas de mariage, mais c'était pas grave. Ouais, on était vraiment très compatibles. C'est pas très romantique comme terme. Non, mais c'était très rassurant. Ça fait Rhésus sanguin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu raison de parier sur l'avenir avec lui? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que ça fait 18 ans qu'on est ensemble, ça fait 18 ans qu'on est très heureux. On a 3 enfants, on a une chouette maison, donc on a une chouette vie, donc oui, vraiment. Est-ce que ce tableau parfait a suffi à balayer votre rêve de petite fille et votre envie d'un beau mariage? Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que plus on avançait, et moi, je me disais que j'allais pouvoir le faire changer d'avis, d'autant plus qu'il restait assez
sur ses propres idées, malgré le fait que d'autres amis autour de nous essayaient de le faire changer d'avis en disant mais c'est la femme idéale pour toi, vas-y, marie-toi. Et puis en fait, un peu avant mes 40 ans, j'ai perdu mon papa. Et je me suis dit que ça c'était le signe pour dire voilà, tu ne vas pas te marier, c'est pas grave, parce que le mariage dont tu rêvais, l'hôtel, etc., au bras de ton papa, c'est plus possible. Donc je me suis dit, ça c'est le signe, tu ne vas pas te marier et c'est pas grave. Je devenais un peu âgée pour faire jeune mariée en blanc. Je me suis dit, tant pis. Enfin, pas tant pis, j'étais pas très triste de ça. C'était juste la fin de quelque chose, mais j'étais par ailleurs comblée par la vie qu'on avait, donc c'était pas très grave. Et puis, à votre grande surprise, Patrick a réagi différemment de ce que vous auriez pensé. Comment a-t-il réagi? Pendant 15 ans, j'ai essayé de le persuader de me marier. Et le jour où je lui ai dit « Écoute, voilà, maintenant, papa n'est plus là, je ne vais plus t'embêter avec ça », ça l'a un petit peu ennuyé, du coup. Vous auriez dû commencer par là? Oui, oui, peut-être. Et donc, du coup, il s'est dit... Enfin, c'est pas que d'un coup, il a dit bah, « alors, on va se marier », mais je sentais que son discours changeait. Quand on parlait avec des gens, finalement, il trouvait que le mariage, c'était pas si mal que ça. Donc, il changeait d'avis et ça l'embêtait un petit peu que je ne veuille plus me marier finalement. Il s'avère que un peu après, on a commencé à se dire, bon, on avait des enfants, une maison, que s'il nous arrivait quelque chose à lui ou à moi, si on n'est pas mariés, on vient de Belgique, on n'est quand même pas vraiment protégé par rapport à un décès, etc. Et donc on s'est dit, on devrait quand même essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans notre famille au niveau administratif. Et donc, on a fait beaucoup de démarches, essayer de se mettre cohabitants légaux, etc. Mais ça ne changeait pas grand-chose en cas de catastrophe, parce que c'est évidemment toujours au moment où il y a vraiment quelque chose de difficile qu'on se rend compte qu'on n'est pas protégé. Donc, la seule solution, c'était de passer devant un notaire. Alors ça, c'était vraiment pas très romantique, ça coûtait beaucoup d'argent. Et c'est là qu'il m'a dit, eh ben, écoute, on va se marier. Et alors, comment vous avez réagi? J'étais forcément surprise. J'ai tout de suite dit oui, évidemment, malgré le fait que je m'étais dit je ne vais pas marier. Mais on s'est tout de suite dit aussi, ok, on se marie, mais on ne se marie pas comme tout le monde alors. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? On a décidé qu'on allait se marier tout seul. Tout seul? Sans prévenir personne. Sans les enfants? Sans les enfants dans un premier temps. Bon. Alors, Patrick nous rejoindra tout à l'heure pour nous faire le récit de votre mariage, pas comme les autres. Mais d'abord, on va faire connaissance avec Janine et Pierre, les doyens de ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Janine, entre Pierre et vous, ça a été le coup de foudre. Oui, pas pour moi. Au départ, pas pour moi. Pourquoi? Je l'avoue. Je pense que... Bon, je sortais déjà d'une histoire difficile. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré? 46 ans. Bon. 46 ou 45 ans, par là, oui. Et voilà, donc c'est vrai que je l'avais remarqué dans mon travail. Vous travaillez ensemble? Par épisode. Voilà, et c'est vrai l'été, il est toujours charmant, toujours agréable, toujours... Bon, c'est ce côté-là plus qui m'a attirée que le coup de foudre, en fait. Alors que vous aviez vraiment craqué? Oui, j'ai flashé, oui. La première fois que je suis retourné là où je travaillais, parce que j'y allais que par... Je donnais des cours là où je travaillais. Et un jour, je suis arrivé, et c'était madame qui était à la réception. C'est vrai, j'ai flashé, quoi. Alors, je commençais à rentrer dans l'âge, j'avais la cinquantaine. Ah bah oui. Et alors, puis je sortais d'une histoire, moi aussi, mais c'est vrai que... Comment ça s'est traduit physiquement quand vous avez craqué? Ah ben, j'étais tout penaud, faut dire. Ouais. Et des puis, petits papillons dans le cœur, des poils qui se dressent sur les avant-bras. Un petit peu, tiens, rien que d'en parler, ça revient. Et bon, vous êtes de quelle région? Sud-Ouest? Marseille. Marseille? Tout à fait, oui. C'est un accent du Sud-Ouest. Ouais. Bon, et alors donc vous êtes dit quoi? Je vais tout faire, je vais mettre le paquet pour la séduire. Oui, je vais aller doucement. On a commencé par... On est allé manger un morceau, on est allé... Après, les choses ont fait le reste, quoi. Bon, alors comment est-il parvenu à vous amadouer? Avec le temps, on se voyait plus régulièrement dans le travail. Et puis bon, ça a été les petits restaurants, ça a été... Puis un jour, il m'a dit, écoute, si on faisait un essai, si on vivait ensemble. Ah, carrément, vous êtes passé de rien à vivre ensemble. On est parti en vacances. Oui, il m'a offert des vacances que je ne pouvais pas m'offrir puisque j'étais toute seule.
Donc il m'a offert des vacances vraiment de rêve. Vous êtes parti où? Puis, On a fait tout un périple en France, pas bien loin, tout tranquille. Le prochain sera plus important. oui. Quoi? Le prochain voyage sera plus important. Ah bon. Et puis voilà, donc ben, j'ai dit oui, j'ai pas pu lui dire non, j'ai dit oui, on va faire un essai. Et puis ben, ça fait 20 ans que ça dure, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'après les vacances, vous ne vous êtes jamais séparés. Voilà. Et le mariage, alors? Qui en a parlé en premier? Moi. À quel moment? Ah, ben, il y avait à peu près 7 ans. 7 ans, oui, 7 ans, après, j'ai demandé une notre- première fois. Et comment vous avez Ça a été réagi? silence sur le réseau. Ah bon? Moi, j'ai réagi où j'ai dit carrément non. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Pourquoi? Parce que j'avais subi un divorce difficile, qui avait duré quand même 20 ans aussi de vie commune. Et voilà, donc j'étais pas prête. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'y arriverai. Oui, j'ai pas perdu patience. Oui. J'ai attendu encore, quoi, 5 ans 5 peut-être. ans après, oui, J'ai il a remis recommencé. ça. Ah il a bon. remis ça. Et là? Oui, ça n'a pas marché. Ah bon. Mais j'ai Et dit, là, c'est pas vous grave, elle n'étiez est toujours pas prête? Toujours pas prête. Ah, Non, là, 5 ans, elle était toujours pas prête. J'avais une angoisse de me dire, si on se marie, je vais recommencer la même histoire, ça va dégénérer, ça va... Voilà, donc je voulais surtout pas. Bon. Voilà. Ça vous a pas découragé? Non, pas du tout, pas du tout. Vous étiez J'ai sûr de persévéré. de Oui, vous? oui, j'étais sûr de moi. Et puis le temps faisant, on se connaissait de mieux en mieux. Alors je savais que c'était la compagne idéale, quoi. Eh bien. Alors, vous avez passé quand même 20 ans, 20 ans sans de- nuage à l'horizon. Sans nuage à Non, l'horizon. non. Il n'y en a 20 toujours ans. pas qui arrivent. D'ailleurs. Voilà. Quelle chance. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Pierre, à tenter de nouveau votre chance en mai dernier? Mais l'âge faisant, on est arrivé à discuter un petit peu de questions de retraite du futur. Et que s'il m'arrivait quelque chose, elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de la maison que nous occupons. Et du coup, j'ai dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. Parce que dire tous les matins je t'aime, ça va bien, mais après, il faut passer à des actes plus sérieux. Alors j'ai voulu la protéger. Et j'ai dit, si, comme de mon premier divorce, j'en suis veuf, personne ne peut réclamer, s'il m'arrive quelque chose, la reversion. Et à ce moment-là, je partirai tranquille. Et alors? Eh bien, Alors bon, il me l'a tellement demandé avec amour, pour la 3e fois. Alors, parce que là, cette fois-ci, il était plus convaincant que les précédentes. Non, je pense que c'est moi qui étais plus prête et qui avait fait le deuil de beaucoup de choses. Et puis la façon dont il me l'a demandé... Comment il vous l'a demandé? c'est oui, redis-le. Allez, non. devant tout le monde, redis-le. Non. Oh, ma chérie, est-ce que tu crois que c'est pas le moment? J'ai 70 ans. Est-ce que tu crois que c'est pas le moment qu'on s'unisse pour la vie? Et voilà, et puis je t'aime et je t'aimerai toujours. Voilà, c'était ces mots. C'était ces c'est mots, trop c'était ces mignon. mots. C'est dur, c'est dur. Et bien, j'ai pas pu lui dire non. Oh, bah, ça, je comprends. Voilà. 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 Joli. Très belle histoire. Oui. Et puis je pense que vous, Janine, c'est tout ce temps qu'il vous a fallu pour faire confiance, avoir confiance voilà. dans cette relation. Tout à fait. Et guérir vos blessures. Donc, Tout à fait. je pense que vous étiez Faire prête le à ce deuil de moment-là. beaucoup de Oui. choses. Oui. Oui. Alors, donc là, elle a dit oui, vous avez dû être soulagée. Vous étiez heureux? Oh oui. Oh Vous là étiez là. quoi? On est parti de suite au restaurant, on a bu le champagne. Encore? Vous avez un petit restaurant favori? Oui, où tout vous à allez fait, oui. fêter À l'estac, oui. Vous allez fêter les moments importants. Tout à fait. Alors, vous êtes mis à plancher sur l'organisation de ce grand jour. Et là encore, vous n'avez pas fait les choses comme tout le monde. Non. À quoi vous avez pensé? Mais d'abord, le faire tout seul, avec nous deux, et puis 4 témoins, puisque c'est obligatoire. Mais personne autour. Alors, le Pourquoi? plus dur, c'est de garder le secret. Pourquoi personne autour? Parce J'imagine que- que vous devez avoir envie de le clamer sur tous les toits, ce Oui, mais- bonheur. Pas de suite. pas de suite. Après l'opération, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas, on voulait que ce soit notre petit jardin Notre secret. journée à nous, notre histoire à nous, notre journée à nous. Qu'à nous. Voilà. Alors, à quoi vous avez pensé? Ben, on a fait tous les papiers, évidemment, ce qui est assez long. Et- Quelle date avez-vous choisi? Ah ben, une date un peu particulière. Oui, le jour de mon changement de décennie, le jour de mes 70 ans. Comme ça, parce qu'avec l'âge, on a tendance à oublier les dates. Alors, là, j'ai dit au moins celle-là, je ne pourrais pas la louper. Alors, c'était quand? C'était le 5 septembre dernier. Voilà. Pour
pour les 70 Vous ans nous de direz monsieur. tout à l'heure quel souvenir vous gardez de ce jour J, de ce 5 septembre 2013. Mais d'abord, écoutez bien ces quelques messages de notre rédaction. Et si c'est votre histoire, contactez-nous, car nous serions ravis de faire votre connaissance sur ce plateau. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous vous êtes disputé avec vos proches un soir de réveillon. Ce repas de famille a tourné au règlement de compte. Votre conjoint a rompu avec vous à Noël ou pour la nouvelle année et depuis, vous détestez la période des fêtes. Vous avez vécu un réveillon rocambolesque, rien ne s'est passé comme prévu. Un soir de réveillon, vous êtes resté bloqué dans un endroit insolite. Après un dernier Noël raté, cette année, vous avez décidé de préparer les festivités bien en avance pour ne rien laisser au hasard. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous retrouverons un couple déterminé à se battre main dans la main contre le handicap. Il faut qu'on se batte jusqu'au bout. Je laisserai ma vie, mais tant pis. Grâce à Toute une histoire, Valérie a fait la rencontre de Sandrine, une téléspectatrice, et de sa fille Tiffany. Si l'émission n'avait pas été là, on t'aurait certainement jamais rencontré et on n'aurait pas avancé comme on avance. Et aujourd'hui, la grande famille de Toute une histoire nous le prouvera, l'union fait vraiment la force. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez eu un grave problème de santé et contre toute attente, cette maladie a été pour vous le début d'une vie meilleure. Grâce à la maladie, vous vous êtes rapproché de vos proches ou réconcilié avec eux. Suite à un grave problème de santé, vous vous êtes racheté une conduite et vous avez changé de vie. En tombant malade, vous n'auriez jamais imaginé que vous alliez rencontrer l'amour. C'est grâce à ce coup dur que vous êtes aujourd'hui heureux. Grâce à une maladie bénigne, on vous a diagnostiqué une pathologie bien plus grave qui a pu être soignée à temps. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités nous font aujourd'hui le récit de leur mariage dans le plus grand secret. Ils se sont dit oui en catimini et ils nous expliquent pourquoi ils ont préféré la discrétion plutôt qu'une cérémonie en grande pompe. Bonjour Dany. Bonjour. Vous avez répondu à notre appel à témoins. Que vous êtes-vous dit lorsqu'il est passé à l'antenne, cet appel à témoins? Que ça correspondait complètement à ce que j'avais vécu aussi. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez croisé la route de l'homme dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui? J'avais 17 ans. Vous êtes-il immédiatement séduite? Non, pas vraiment. Non, non. Non, je l'ai rencontré et puis bon, on avait discuté. Vous l'avez rencontré où? À la piscine. Il était en maillot? Oui. Oui, oui. Au début, pas au maillot, parce qu'on s'est rencontrés à la caisse de la piscine. Il était accompagné d'un copain. Moi, j'étais avec une copine. Et c'était justement le copain de la copine qui l'avait amené avec lui. Et moi, ce jour-là, en plus, fait exprès, je ne voulais pas y aller, parce que je n'aimais pas la piscine à l'époque. Et lui ne voulait pas y aller non plus. Oh, ça, c'est un très bon signe. Voilà. Et donc, du coup, on s'est rencontrés là. Et vous êtes plus physiquement, quand même? Non, pas du tout non plus. Bon. Et donc, quand on est sortis de la piscine, on est sortis tous les quatre, on a voulu aller boire un verre. Et puis, bon, je lui dis, bon, mais moi, je m'en vais. Et puis, elle me dit, attends, il te ramène chez toi. Je lui dis, non, je ne veux pas qu'il me ramène chez moi. Je rentre toute seule. Elle me dit, si, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il m'a ramenée chez moi. Et il m'a dit, bon, j'espère qu'on se reverra, ou comme ça. Bon, je ne suis pas méchante, je lui dis, oui, bien sûr. Et puis, je partais le lendemain, une semaine chez ma grand-mère. Et en fin de compte, toute la semaine chez ma grand-mère, j'y ai pensé tout le temps. Ah bon? Ben oui. Et en plus, on avait eu un film qui m'avait pas mal interpellée, qui s'appelait Areski. Enfin, la personne dans le film s'appelait Areski, c'était avec Marie-Josée Nat. Et j'y pensais tout le temps. D'ailleurs, dans ma tête, je l'appelais Areski pendant une semaine. Et quand je suis revenue de chez ma grand-mère,
Je téléphone à ma copine pour lui dire qu'on était rentrés et elle me dit « tu sais quoi, il n'a pas arrêté de nous demander où tu étais, quand est-ce que tu revenais ». Elle me dit « d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous pour toi dès demain, vous vous retrouvez à côté de la piscine ». Je ne voulais pas y aller et puis j'y suis allée. Et puis du coup, ben voilà, on s'est rencontrés, on a continué à discuter tous les deux. Et puis il m'a emmenée chez moi, enfin il m'a raccompagnée jusque chez moi. Et puis en bas de l'escalier, il m'a embrassée. Et puis voilà. Et le baiser était agréable. Oui. Donc vous étiez tombée amoureuse de lui en fait. Ben oui, en fin de compte, je crois bien. Donc votre histoire a démarré et c'est rapidement devenu sérieux entre vous? Oui, parce que du coup, ben, on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. Donc on se rejoignait tous les après-midi à côté de la piscine. Et puis on passait l'après-midi ensemble. Donc, en cachette ou Oui, en cachette au début parce que bon, ma mère n'aimait pas trop les personnes d'origine étrangère. Et je sais que ça ne lui aurait pas plu du tout. Donc je ne lui en avais pas parlé du tout. Il n'y avait que ma copine qui était au courant. Donc quand j'allais le retrouver, je lui disais que j'allais voir ma copine chez elle. Comme elle habitait à côté de la piscine, ça tombait bien. Décidément, cette piscine... Ah oui, ça c'est sûr. C'est un gros souvenir. Alors, est-ce que vous avez fini par en parler à votre mère? Oui, alors au bout de... Bon, j'ai dit quand même, il faut que je la tienne au courant, vu que moi aussi, je m'entendais très très bien avec elle, on avait de très bons rapports. Donc, je me suis dit, bon, je vais me faire confiance, je vais lui faire confiance, je lui en parle. Et puis, en fin de compte, elle n'a pas voulu du tout. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, non, mais tu arrêtes tout de suite. Pourquoi? Elle ne voulait pas, comme je vous le disais, c'est une personne d'origine étrangère, donc elle ne voulait absolument pas que je puisse sortir avec une personne comme ça. Il est de quelle origine? Algérienne. Et donc, je lui ai dit, écoute, non, mais ça se passe bien, il est gentil, je voudrais quand même que tu le connaisses, ça vaut le coup. Et puis, en fin de compte, elle n'a jamais voulu. Et alors donc, vous lui avez obéi? Non, je lui ai fait croire, par contre. Donc vous lui avez fait croire que vous arrêtiez cette relation? Voilà, je lui ai fait croire que j'avais arrêté. Elle m'a demandé quelque temps après. Je lui ai dit, non, ça y est, j'ai rompu. Alors que vous continuiez à le voir? Ouais. Et puis 6 mois à peine après le début de cette relation interdite, cette histoire a pris un tournant important. De quoi vous a fait part Ahmed? Eh bien, il a voulu qu'on se marie. Et j'ai dit oui aussi tout de suite. Donc voilà, ça a été prévu, c'était au mois de septembre à peu près, et on s'est mariés en décembre. En cachette? En cachette. Vous n'en avez pas parlé à votre mère? Non, personne dans la famille. Qu'est-ce qui vous a encouragé à aller au bout de votre engagement? Je sais pas, je pense que, comme on dit, c'est l'amour. Hein. Je ne pouvais vraiment pas m'en passer, et puis voilà, je l'aimais trop, et puis voilà. Puis bon, comme on dit, c'était mon premier amour aussi, donc je pense que ça compte beaucoup. Vous étiez majeure, là, à ce moment-là? Quand je me suis mariée, parce que j'avais 18 ans en octobre, donc on s'est mariés après en décembre. Alors, qu'est-ce que vous aviez prévu comme mariage? Un mariage avec un peu sa famille, mais en fin de compte, on était tous les deux avec nos témoins, c'est tout. Lui, on avait parlé à sa famille? Oui, parce que... Ils étaient d'accord, eux? Oui, ça se passait bien. Déjà, je m'entendais très bien avec eux. D'ailleurs, quand on s'est mariés, le repas, on l'a fait comme un repas de famille chez lui. Donc, voilà. Quel souvenir gardez-vous des heures qui ont précédé votre union? Beaucoup de stress, parce que comme ça se passait un samedi matin, et tous les samedis matins, j'allais faire les courses pour ma mère. Je faisais un peu de ménage à la maison. Elle était partie travailler, et il fallait que je fasse tout ça avant 11h, que je rejoignais justement mon futur mari chez lui. Et je suis allée faire les courses très vite avec mon caddie. Et j'ai fait un peu le ménage, et j'ai pris ma robe, c'est une robe toute simple. J'ai pris ma robe, mes chaussures, et je l'ai rejoint chez lui. Une robe blanche? Non, une robe noire à fleurs. Mais bon, j'avais vraiment que ça qui pouvait avoir l'air potable un peu pour un mariage. Et comment elle s'est déroulée, la cérémonie? Très bien. On avait nos témoins. J'avais mon beau-frère et ma belle-sœur qui étaient nos témoins. Mon beau-père qui nous avait accompagnés, donc il est resté avec nous à la mairie. Et puis très content quand même de se marier. Je n'ai pas réagi que je n'avais pas ma famille autour de moi. Moi, j'étais contente d'être avec lui. Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter ce mariage? Rien. On a fait juste ce petit repas de famille chez mes beaux-parents. Et puis l'après-midi, on repartait se promener dans Bordeaux. Hein.
Vous n'avez pas l'air super réjoui quand même sur la photo. Non, hein. mais là, non, oui, là, c'est pas le grand sourire. Mais C'est quoi? Vous étiez émue? oui, je pense. Et puis un petit peu le stress de cette matinée-là. Alors, ce mariage en cachette était en fait le premier gros mensonge d'une liste qui n'a cessé de s'allonger dans les mois qui ont suivi. Oui. Vous nous raconterez, vous nous en direz plus tout à l'heure. Mais d'abord, on va poursuivre avec la deuxième partie qui a pour titre « En catimini ». On va reprendre le fil de l'histoire d'amour contrariée d'Anan. Vous nous disiez en première partie que pour pouvoir épouser Théo sans vous attirer les foudres de votre mère, vous aviez tout organisé dans son dos, en secret. Est-ce que ce plan redoutable a fonctionné? Non, pas du tout. Quelle raison? On va dire que moi qui rêvais déjà, comme toutes les filles, de choisir la robe du mariage avec la maman et aller faire des essayages et tout, enfin, je crois comme toutes les filles, malheureusement, j'ai pas pu. Et en fait, moi, je travaillais comme vendeuse dans un magasin prêt-à-porter homme et j'avais toujours l'habitude d'acheter des chemises ou des t-shirts pour Théo. Et j'avais acheté un pull que j'avais mis dans mon placard. Et puisque ma mère a l'habitude toujours de regarder dans mes placards, du coup, elle avait vu ce sac qui était... elle savait très bien que ça appartenait à Théo. Et quand on avait décidé de se marier, j'avais dit à ma maman, juste avant, on avait monté un plan. Ça, c'était par contre très très dur parce que mentir à ma mère, c'était pas facile du tout. Mais on va dire qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et du coup, je lui ai dit que j'avais une formation sur Paris pendant quelques jours. Du coup, elle m'a cru. Je ne suis pas montée sur Paris, mais je suis allée sur Pau parce que lui, il a son appartement à Pau et il finissait ses études à Pau. Et du coup, ma mère avait ouvert mon placard et elle n'a pas trouvé ce pull. Elle s'est doutée quand même comment je vais aller sur Paris et prendre, en sachant que je l'appelais tous les jours en lui disant oui, ça s'est bien passé, je suis sur Paris et tout, alors que je suis en compagnie de Théo. Et elle est partie au magasin. Donc elle est partie au magasin à Sainte-Catherine, à Bordeaux. Et elle est rentrée, puis elle a trouvé mon collègue, elle lui a demandé, elle a fait comme si c'était pas ma mère. Elle lui a dit, j'ai l'habitude d'acheter, d'acheter avec une vendeuse, elle a l'habitude de me conseiller, que j'adore, et j'aimerais savoir si elle est là aujourd'hui. Donc lui, il lui a dit directement, parce qu'eux, ils étaient au courant, que non, en fait, elle est partie pour se marier. Aïe, aïe, aïe. Et alors? C'était assez sympa, elle est sortie. Nous, en fait, ce jour-là, on avait prévu de le passer en amoureux. Théo avait tout programmé, resto, voilà, beaucoup de choses. Et en fait, elle m'a appelée au moment où on descend de l'appartement, vraiment au moment où il allait démarrer pour la voiture pour partir. Donc elle m'appelle, je vois ma mère, j'ai senti quelque chose. Et elle m'a dit, où tu es? Où tu es exactement? Je lui ai dit, je suis à Pau et on veut se marier, moi et Théo. Donc elle s'est effondrée, c'était pas facile. Est-ce que vous lui avez dit que c'était dur pour vous de lui mentir? On va dire sur le coup, tout ce que j'avais, c'est un sentiment de honte. Parce que j'avais l'impression de lui faire, qu'elle avait déjà assez vécu et lui faire encore du mal. Alors que je suis sa propre fille, elle a le droit quand même d'assister à mon mariage et le préparer avec moi. Même pour vous, se marier sans associer la personne que vous aimez le plus en dehors de Théo, c'est difficile aussi. Oui, c'est pas facile. Et du coup, elle m'a demandé de revenir immédiatement sur Bordeaux. Donc je suis rentrée à la maison. Du coup, le mariage a été annulé. En même temps, vous deviez être soulagée quand même, non? Franchement, c'était vraiment un grand soulagement. Bah oui. Parce que quand je passais à côté des boutiques, des robes de mariée, puis je voyais des femmes avec leur maman, accompagnées de leur maman. Et j'étais là, moi, à me dire non, je vais prendre ma robe toute seule. C'était très, très dur. Après, ma mère a découvert la robe et elle n'était pas contente du tout. Du coup, petit à petit, on a essayé de parler. Parce qu'en fait, moi, j'avais toujours peur de faire du mal à ma mère. Et c'était aussi de ma faute, et je le reconnais, que je
je parlais pas à ma mère beaucoup, que je laissais ma mère partir, s'imaginer que je suis toujours la petite fille et je faisais rien aussi à côté pour lui faire comprendre que je suis devenue une femme, que j'ai assez mûri, que je suis assez grande. Du coup, c'était aussi de ma faute. Le fait qu'elle m'appelait tout le temps quand j'étais avec Théo, parfois 20 appels, tout le temps, alors qu'on est en repas et tout. Je lui ai jamais demandé de stopper ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rapprochés quand même en parlant, en dialoguant? Oui. Elle a compris votre besoin d'émancipation? Oui, elle a compris qu'elle m'a un peu étouffée. Et du coup, ça a commencé à aller mieux petit à petit. Et puis aussi avec Théo, à aller mieux. Et elle nous a un peu lâchés. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Pourquoi tu m'en as pas parlé ?» Ah oui. Parce que je voulais pas... C'est comme si elle vivait dans un rêve et je voulais pas venir lui couper le rêve, lui dire « C'est pas comme ça ». Donc je l'ai laissée continuer. C'est de ma faute. Et du coup, elle est venue après, alors que je pensais pas du tout qu'elle allait me dire ça. Elle est venue me dire « Pourquoi tu m'en as pas parlé ?» Moi, si tu m'en parles pas, je peux pas le savoir. Et du coup, ça a commencé à aller mieux. Alors, votre futur mari a tenu à vous accompagner aujourd'hui. Oui. Hein, et puis, vous allez voir qu'il vous a fait une petite surprise. Ah bon? Eh bien oui. On va accueillir Théo. It's a little bit funny. It's feeling inside. I'm not I don't have much money. If I did. Oui, je suis là. Mais t'es pas au Maroc, toi? Oui, je suis au Maroc. Oh, pardon. Tout le monde se cogne, on s'embrasse, on se cogne. Bonjour. Bonjour. Ah ouais. Il est où, ça? Merci. Allez, viens, c'est qui dans le public? C'est la grande sœur? C'est la grande sœur du public? Alors, asseyez-vous les uns à côté des autres, tous les uns à côté. Ah bon. Voilà, serrez-vous un petit peu. Alors, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vues toutes les deux? Combien de temps que t'es partie, maman? Combien? 15 jours? 15 jours. Ah, c'est juste 15 jours. Oui. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas vues depuis 3 ans, là. Non, mais je fais de la voir. Vous êtes partie où depuis 15 jours? Au Maroc. En vacances? Oui. Ah bon? Bah, dites donc. Oui. Et pourquoi cette émotion? Parce que je ne pensais pas du tout qu'elle allait être là. J'ai appelé. Elle m'a dit que tu m'as menti. Non, je suis pas d'accord. Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu étais à Agadir. Qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, hier j'étais à Agadir. Oui. Hier matin, j'étais à Agadir. Il y a des magiciens dans la production de cette émission. Oui. Voilà. Bon, Théo, vous êtes content de votre coup là? Oui, assez. Oui. T'étais au courant? Non. Non, pas du tout. Non, et tu m'as menti aussi. Non. Sinon, t'allais pas venir. Elle m'a vu juste maintenant. C'est vrai? Oui. Ça va pas être facile, hein, la relation de ces deux-là, hein, tellement fusionnelle. Comment vous arrivez à trouver votre place, vous? Ah, ça va, j'ai creusé mon trou, mais c'est vrai qu'au début, elle se comprenait plus que moi, je ne la comprenais. Donc c'était... parfois, j'étais un peu mise à part. Et puis même la barrière de la langue, quand j'étais à la maison, c'était toujours en marocain. Donc on s'y fait, hein, c'est un brouhaha, mais... Bon, alors vous en êtes tous là aujourd'hui? Aujourd'hui, on prépare pour notre mariage. Alors, vous habitez à combien d'écart, toutes les deux? On vit ensemble. Ah, vous vivez ensemble? Je vis avec ma mère. J'ai ma chambre à la maison. Ah, ça dépend. La semaine, c'est 200 km et le week-end, c'est à peu près une 60aine de kilomètres. Ah bon, vous ne vivez pas ensemble tous les deux, mais ça va changer. Pendant 1 an, déjà, il vient tous les week-ends. Il fait 6 heures de trajet par semaine pour venir me voir pendant 1 an. Et moi, je vis chez ma mère. Et pourquoi? Parce que vraiment, et je le dis même à mes futurs beaux-parents, je ne peux pas me séparer de ma mère. Vraiment pas. Mais maintenant, vous êtes une grande fille, oui. Anan. Je suis une grande fille, mais je ne peux pas vivre loin d'elle. Ah bon. Mais vous allez vous marier tous les deux? Vous préparez votre mariage? Oui. Vous préparez votre mariage avec votre maman? Oui.
C'est-à-dire que vous allez faire les boutiques avec elle? Oui, on fait les essayages. Et puis, Vous avez choisi la robe ensemble? Oui, on a déjà essayé. Puis elle n'a pas trop aimé. Puis on va voir. Bon, et la date est fixée? On ne sait pas si ça va être cet été vraiment ou un peu avant l'été. On ne sait pas bon, si... c'est bientôt en tout cas. Mais une fois que vous serez mariés, vous allez aller habiter avec Théo? Bien sûr, mais pas très loin de chez ma mère. Bon, il va falloir un peu vous imposer, Théo, parce que je trouve qu'elle regarde plus sa mère dans les yeux que vous, donc ça va pas du tout cette histoire. Parce qu'en fait, elle a été plus surprise, alors ça aurait été l'inverse, c'est moi qui l'aurais regardé, mais bon, c'est pas grave. Alors, le regard de Frédéric. Déjà, les retrouvailles sont très touchantes parce qu'on comprend bien la relation fusionnelle de cette mère et de sa fille et les blessures qu'elles portent toutes les deux. Et on le sent dans la manière dont vous vous retrouvez, tout ça, tout cet amour, toutes ces blessures. Et puis en même temps, pour grandir, à quoi ça sert la crise d'adolescence? Ça sert à ça. Ça sert à défusionner de parents proches. Et ça ne peut pas toujours bien se passer. Donc, il faut sortir de l'illusion que, oui, on ne s'est pas compris sur un moment. Il y a des choses que je n'ai pas dites, mais il y a aussi des choses que je n'étais pas capable d'entendre à un certain moment. Donc, chacune a sa responsabilité dans tout ça. Et une crise d'adolescence, ça sert à ça. Ça sert à séparer, à dire, oui, j'ai le droit de devenir adulte, mais en même temps, je veux rester... ta petite fille adorée. Bon, en tout cas, moi qui n'ai plus de maman, je me réjouis de voir le rapport que vous avez toutes les deux. Merci. On vous souhaite un joli mariage, vous nous raconterez, vous nous tiendrez au courant de la date, qu'on vienne filmer tout ça, puis vous viendrez nous raconter là-bas, d'accord? On va continuer avec l'histoire de Janine et de Pierre. Vous nous racontiez en début d'émission qu'après 20 ans d'amour, vous avez décidé de vous unir dans la plus stricte intimité. Pierre, vous qui aviez tout tenté pour convaincre Janine de vous épouser. Qu'avez-vous ressenti donc le jour de cette cérémonie, qui n'était pas n'importe quel jour, puisque c'était le jour de vos 70 ans? De mon anniversaire, oui, tout à fait. J'étais très ému, parce qu'on ne va pas à la mairie quand on va chercher une baguette de pain. On sait qu'à la sortie, c'est quand même un acte important. Et puis, je sais pas, c'est difficile de le décrire d'ailleurs, parce que j'étais très, très ému, et d'ailleurs, rien que d'en parler, je le suis encore. Je savais qu'elle allait me dire oui quand même, mais... Elle vous avez déjà dit non 2 fois. Oui, mais enfin, là, quand même, non, on ne serait pas jusque-là. Devant les témoins, non. Comment vous avez annoncé la bonne nouvelle à vos proches? Vous aviez des enfants, chacun séparément? Oui, on en a 2 chacun. Mais pas ensemble, hein. Et on ne l'a pas dit du tout. Nous avons attendu, on s'est mariés donc un jeudi, puisque le 5 septembre était un jeudi. Et le samedi, on a vu mes enfants, on a vu ses enfants, sa sœur, à qui je demande pardon parce que j'étais obligée de lui mentir pendant longtemps, parce qu'elle voulait fêter les 70 ans de son frère. Et que j'étais obligée de dire, mais il ne veut pas faire de fête, il ne veut pas les fêter, pour cause. On se mariait sans le dire. Et donc le samedi, elle a quand même voulu faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on l'a annoncé. Voilà. Ils vous en ont pas voulu? Non. Ils se sont réjouis pour vous, pour vos enfants? Ça a été, oui. Comment se passe votre vie de jeune mariée? J'allais dire comme les vieux amants. Non, très bien. Ça n'a pas changé grand-chose. Bien sûr, on vous appelle madame aujourd'hui. Si, voilà, il me présente toujours, même le matin. Bonjour madame, ça va bien, madame a bien dormi. Voilà. Ça vous plaît? Tout à fait, oui. Et alors, c'est quoi le prochain voyage? On part faire une croisière aux Caraïbes. Quand? Début février. C'est un voyage de noces? Tout à fait. Bon, et alors là, non seulement nous y allons, mais je me déplacerai personnellement pour aller faire ce reportage. Isabelle, vous qui aviez toujours rêvé d'un grand mariage, vous êtes tombée sur un homme qui n'avait absolument pas envie de vous passer la bague au doigt, jusqu'au jour où vous lui avez dit, non, je ne veux plus me marier puisque votre papa n'était plus là pour vous conduire jusqu'à l'hôtel. Et à ce moment-là, il a décidé de vous épouser. Voilà. Tout à fait. Bon, alors vous me disiez tout à l'heure que vous avez voulu vous marier d'une manière assez particulière. Qu'est-ce que vous avez décidé? Donc en fait, en se mariant à l'âge qu'on avait à ce moment-là, on s'était dit qu'on n'avait pas envie d'un grand mariage, qu'on n'avait pas envie de se compliquer la vie avec l'organisation où il faut inviter machin, mais pas le mettre à côté de trucs. On n'avait pas envie de se prendre la tête avec les fleurs, les menus, la salle, etc. Parce qu'au bout de 15 ans, si on se mariait, c'était pour nous deux.
C'est un peu comme vous, c'était pour nous. On n'avait pas besoin de se marier pour les autres, on se mariait pour nous, pour notre famille, donc aussi pour nos enfants. Et donc, on allait le faire sans l'avis de personne, sans que chacun nous donne son avis sur la manière dont ça devait se faire. Et la seule façon de le faire, c'est de se marier sans rien dire à personne. Il faut savoir qu'en Belgique, on n'a plus besoin de témoins pour se marier. On peut se marier tout seul, avec quelqu'un de l'état civil, évidemment. Et donc, on a décidé, le 23 décembre 2010, de se marier en tête-à-tête, un jeudi soir. C'est-à-dire qu'on est allé travailler la journée. Le soir, on a pris une babysitter. On a dit à nos enfants, on va au restaurant. On a été se marier. On a été au restaurant et le lendemain, on a continué à faire comme si de rien n'était, quoi. Sauf qu'on était mariés. Alors, votre désormais mari est avec nous aujourd'hui. Merci d'applaudir Patrick. Très beau couple. Vous allez très bien ensemble. Merci. Alors, pourquoi avoir autant hésité avant d'épouser Isabelle ? Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de personnel. Hein. C'est quelque chose qui se fait avec une liberté totale. Et donc, si on s'aime, ça ne vaut que pour nous deux. Ça n'est pas quelque chose qu'on doit exposer aux autres. J'ai toujours dit à Isabelle, le jour où elle ne m'aime plus, elle doit pouvoir me quitter comme ça, sans que des formalités administratives ralentissent son envie. Donc voilà, on ne s'est pas mariés. Jusqu'au jour où quand même on a voulu le faire. Ouais. C'est important pour vous de la mettre à l'abri, comme on dit. Oui. Au cas où. Au cas où je décède avant elle, oui, c'était important. Donc ça, c'est la photo du jeudi soir, du mariage civil. Oui, tout à fait. Voilà, et puis après ce mariage civil, il y a eu un mariage, vous avez envie là de réunir vos proches pour fêter ce mariage ? Toujours pas. Toujours pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il s'avère qu'avant de décider de se marier, on avait programmé pour nos 15 ans de rencontre de partir en Guadeloupe pour des vacances, parce qu'avant de faire nos enfants, on avait déjà été en Guadeloupe, et on voulait leur présenter ce pays qui nous avait beaucoup plu. Et le jour où on a décidé de se marier, on s'est dit, mais si on se marie, ce sera que nous deux. Et on a décidé d'aller se marier en Guadeloupe, sur la plage. Et ils ont quel âge, vos enfants ? Mais, à l'époque, ils avaient 11, 9 et 5 ans. Alors là, ils étaient au courant ou pas ? Non. Bon, alors, donc vous êtes partis en Guadeloupe avec vos enfants ? Et on a tout organisé en amont, en fait. Donc il y avait nos enfants, il y avait un couple d'amis avec leurs enfants et ma maman. Et donc, on n'a rien dit à personne. On a tout organisé par Internet avec un wedding planner, comme on appelle ça. Et on leur a annoncé le 31 au soir, donc le 31 décembre, 6 jours après s'être mariés civilement, 6 ou 7 jours, qu'on avait quelque chose à leur annoncer. Le 31 à minuit. Oui, à ce moment-là, c'était la fontaine de champagne. Donc c'était quand même un petit peu festif et excitant pour tout le monde. Et on leur a dit, voilà, on a quelque chose à vous dire. Et en fait, demain à midi, au bout de la plage, on va faire une petite cérémonie et papa et maman vont se marier. Et ils ont bien pris ça. Il est ému. C'est trop mignon. Et ils l'ont bien pris ? Oui, oui. Ah bon ? Oui. En fait, on n'était pas des parents normaux jusqu'au jour où on s'est mariés pour eux. Hein. Oui, c'est ça. Acceptes-tu de prendre Isabelle pour épouse, pour vivre avec elle jusqu'au bout du chemin ? Oui, je l'accepte. Isabelle, acceptes-tu de prendre Patrick pour époux, pour l'aimer et pour vivre avec lui jusqu'au bout du chemin ? Oui, je l'accepte. Patrick, vous pouvez embrasser la main. C'est une bonne idée, finalement, de tout préparer comme ça, de tout garder pour soi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric ? Moi, je suis adepte du fait qu'il faut que le mariage que l'on conçoit nous ressemble, qu'il corresponde vraiment à nos attentes. Donc, comme c'est le cas, forcément, c'est un moment intense, émouvant et un vrai moment de partage.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous me regardez comme ça, d'un air goguenard en disant, hein, j'essaie de lire dans vos pensées, mais j'y arrive pas. C'est ce qu'on a voulu. Dany, Il faut savoir qu'à ce moment-là, nos amis n'étaient toujours pas au courant, en fait. Ouais. Donc, alors après, il y a eu une autre fête encore? En fait, on avait mis des gens dans le coup, mais qui ne savaient pas ce qui allait se passer, mais on a fait envoyer une carte de vœux. Ah oui, parce que vous étiez des adeptes des cartes de vœux. Chaque année, on envoie une carte de vœux un petit peu originale, et donc on leur a envoyé cette carte de vœux-là. Et donc nos amis et notre famille a découvert notre mariage par le biais de cette carte de vœux. Eh bien, on vous souhaite de vivre très heureux. Merci. Bravo en tout cas pour ce mariage. Dany, vous avez caché votre relation avec Ahmed à votre mère et vous l'avez épousée dans son dos, si j'ose dire, car elle n'acceptait pas que vous puissiez avoir une relation avec quelqu'un d'origine étrangère. À qui de votre entourage vous êtes-vous confié quelques mois après le mariage? À mon frère. Je lui ai dit, on en parlait, il me disait, est-ce que tu penseras te marier ou comme ça. Je dis, ben, ça y est, c'est fait. Et oui, ça faisait beaucoup de mois après. Et donc, il a été le seul à le savoir encore à ce moment-là. Et c'est lui, en fin de compte, qui l'a dit à ma mère. C'était 2 ans après, qui lui a dit que... 2 ans après, ouais. Il a mis 2 ans pour lui parler. Oui, oui, et que il me raconte toujours comment ça s'est passé parce qu'elle était en train de se laver les cheveux dans la baignoire. Et puis il lui dit, qu'est-ce que tu dirais si Dany se mariait? Alors, il paraît qu'elle a un peu haussé les épaules, elle a dit, si elle veut, mais enfin bon, je préférerais pas. Alors il dit, qu'est-ce que tu dirais si c'était déjà fait? Et là, il me dit toujours, elle s'est arrêtée de se frotter la tête. Pendant un bon petit moment, elle a levé la tête et puis elle a dit, comment ça? Il dit, ça y est, ils se sont mariés il y a 2 ans. Donc voilà. Et comment elle a réagi? Sur le moment, je ne sais pas trop bien. Je pense quand même qu'elle a dû râler pas mal. Et puis elle en a pris son parti. Elle m'a téléphoné quelques minutes après, je pense, en me demandant, en me disant, elle me dit, tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Parce que bon, depuis, elle en avait quand même, elle l'avait rencontré, elle l'avait trouvé gentil, elle venait à la maison, il n'y avait pas de souci. Et j'ai dit, non, je ne voyais pas trop ce que j'aurais pu lui dire. Et elle me dit, tu sais, ton frère m'a parlé et il paraît que tu es mariée. Je fais, ah oui, ça? Oui, je lui dis, oui, c'est vrai, je suis mariée. Elle ne vous en a pas voulu? Si, sur un petit peu quand même. Hein. Elle m'avait même écrit une lettre, où moi je lui avais répondu par une autre lettre, où je lui avais dit que, en fin de compte, si elle l'avait accepté dès le début, je pense que ça se serait passé tout à fait autrement, quoi. Alors vous en êtes où aujourd'hui avec Ahmed? On est mariés depuis 35 ans. On a 3 enfants et 4 petits-enfants. Et votre mère a fini par se rapprocher de vous, oui. De lui? Oui, maintenant c'est comme son fils. Ça, elle l'adore. Donc avec le recul, vous feriez quoi si c'était à refaire? Ah, je referais. La même chose? Ah oui. Vous remarieriez en cachette, comme ça? Oui, oui. Bon. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de faire une grosse fête au vu et au su de tout le monde? Là, c'est ce que je voudrais faire maintenant pour faire nos 35 ans. Je voudrais faire une tête. Je voulais même faire renouveler nos vœux. Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'Ahmed n'est pas trop pour. Il me dit, on est mariés, ça y est, c'est pas la peine. Tout le monde le sait. Faire une fête, oui. Rassembler toute la famille et me mettre en blanc. Frédéric, sur cette histoire? C'est vrai que là, dans le cas de Dany, le rejet était vraiment patent. Donc, si on ne peut pas obtenir la validation de son entourage ou des parents, effectivement, ça oblige à ce genre de situation. Après, être adulte, c'est ça aussi, c'est assumer ses choix, c'est s'affranchir aussi de la volonté parentale et grandir, c'est ça. Donc, alors par contre, c'est vrai que les personnes dans ce genre de situation, il faut bien réfléchir parce que se marier en réaction, en général, on garde une blessure du fait que le mariage ait été secret. Donc ça pousse les gens à avoir envie de renouveler leurs vœux. Par contre, si c'est un vrai choix, parce que ça correspond à un moment de votre vie, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien réfléchir effectivement aux blessures que ça peut laisser si le mariage est caché.
Bon, Pierre et Janine, vous n'oubliez pas de me donner les dates précises de la croisière. Hein, oui, voilà, qu'on prenne, 5 février. que je note sur mon agenda. Combien? Le 5 février. Très bien. J'espère que vous passerez tous des moments heureux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je peux dire un petit mot? Je vous en prie. Remercier nos témoins pour enfin, je suis encore émue, pour ce moment féerique qu'ils nous ont fait vivre après le mariage. Les surprises qu'ils nous ont fait. Voilà. Je tiens à les remercier tous les 4. Ils ont manigancé un tas de trucs. Ça a été quelque chose de très fort ce qu'ils nous ont fait. Voilà, je tas tiens à de les trucs. remercier. Mais genre quoi? Genre super hôtel pour aller passer la nuit de noces. Hein. Oui, face à la bonne mère, où il faut tirer les rideaux parce qu'elle voit tout. Enfin, des tas de trucs. Voilà, des surprises sur surprises. Et je les remercie encore. Et surtout une amie, Yo-Yo. Qui est elle aussi plus chère sur un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant qui a tout fait pour être avec nous. Oui. Voilà, merci encore. Très bien. Merci d'être venu nous voir. J'espère que j'aurai très vite l'occasion de recevoir nos invités d'aujourd'hui dans l'Histoire continue, au moins pour qu'ils viennent nous raconter, par exemple, leur voyage de noces ou alors leur fête pour les 35 ans de mariage. L'Histoire continue maintenant, un rendez-vous que vous êtes très nombreux à suivre chaque jour. Bah, voilà, il fallait que ça arrive. Pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de redécouvrir les histoires de celles et de ceux qui vous ont marqué. Et je suis ravie de constater que la famille de Toute une Histoire s'agrandit de jour en jour. Valérie et Thierry savent bien de quoi je parle, puisqu'en venant sur notre plateau, ni l'un ni l'autre n'auraient imaginé que leur témoignage susciterait autant de réactions. Bonjour à tous les deux. Merci d'être à nouveau parmi nous aujourd'hui. Je vous avais reçu le 23 avril dernier dans une émission intitulée « Mon conjoint est devenu handicapé, aurais-je le courage de rester ?» Vous nous aviez alors raconté les étapes par lesquelles votre couple était passé depuis le jour où Valérie s'est retrouvée paralysée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel moment précis votre vie a pris un nouveau tournant ? Eh bien, ma vie a basculé dans la maladie il y a 7 ans, suite à une hystérectomie totale. L'opération ne s'est pas très bien passée, avec une hémorragie. Et puis, à la suite de cela, mon état ne s'est pas très bien arrangé et j'ai eu une errance de diagnostic pendant 4 ans. C'est un jour, enfin, que le diagnostic est tombé et qu'on a découvert une maladie génétique orpheline à la base, le syndrome d'Ehlers-Danlos sous une forme hypermobile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Cette maladie-là touche tout le collagène, les tissus conjonctifs. En gros, nous ressemblons à des pantins désarticulés. C'est une maladie qui est en général assez invisible. De l'extérieur, on aperçoit chez certains fauteuils roulants des orthèses qui sont là simplement pour soulager, éviter des luxations, des subluxations qui se généralisent de partout sur l'ensemble du corps. Donc c'est une maladie génétique dégénérative, j'imagine ? On ne peut pas dire que ce soit dégénératif, elle est évolutive. C'est-à-dire que ce sont les conséquences de multiples luxations permanentes qui finissent par abîmer le corps, abîmer les tissus conjonctifs, les muscles, les ligaments, les tendons. Et donc c'est une maladie qui est très douloureuse, qui n'a pas de traitement à ce jour. Et donc il faut vraiment accepter le diagnostic et puis recommencer une vie avec. Vous étiez ensemble depuis combien de temps quand la maladie a fait son apparition ? Eh bien, là, ça fait 23 ans. Donc il y a, on va dire, 8 ans en arrière. Ouais. Vous étiez ensemble depuis 16 ans. 16 ans, voilà. Difficile d'accepter un verdict pareil. Comment vous avez réagi au début ? Et au début, j'étais un peu dans le doute de cette maladie, je ne la comprenais pas. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de conflits un peu internes tous les deux. Et puis finalement... Pourquoi ? Parce que Valérie, vous vous êtes dit, je ne veux pas qu'il reste avec moi, je ne veux pas lui gâcher la vie, je ne veux pas être un poids pour lui. Ça. Quand j'ai vraiment découvert la maladie, en sachant ce que ça pouvait engendrer, je me suis dit, c'est un mari qui est formidable et je me suis dit, j'ai pas envie de l'emmener dans cette galère-là. Il est jeune, il a tout pour lui et il faut qu'il recommence sa vie et qu'il ne se traîne pas un boulet à sa patte éternellement. Donc je me suis dit, je gérerai toute seule. Et la seule solution pour qu'il finisse par me détester, c'est d'être détestable. Bien sûr. Mais alors, en général, quand on aime, ça ne marche pas du tout, ça. Ça ne marche pas. Mais alors, pas du tout. Hein. Donc, non, ça devait vous agacer. Elle était abominable. Elle me rendait une vie impossible. Et moi, je me suis dit, bon, l'handicap, elle est là, c'est la maladie, la prend. Je dois me battre à côté d'elle, quoi.
Alors en venant sur notre plateau, vous souhaitiez prouver que malgré la maladie, on peut rester soudés. À l'époque, vous nous aviez même confié que vous étiez de plus en plus amoureux. Alors je vous propose tout de suite de revoir un extrait de votre passage à toute une histoire. Et puis tout de suite après, on découvrira pour quelles raisons précises votre témoignage, justement, s'est avéré particulièrement utile. C'est pas la vie qu'on aurait rêvé. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Valérie avait 38 ans lorsque sa santé s'était brutalement détériorée. J'ai commencé à avoir une béquille, une attelle, une luxation et on comprenait pas. J'étais une personne normale et au bout d'1 an, je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Après plusieurs années, le diagnostic était sans appel. Valérie souffrait du syndrome d'Ehlers dans l'os. Une maladie génétique rare aux lourdes conséquences qu'elle voulait à tout prix épargner à son mari. J'ai piqué un gros coup de colère et j'ai décidé que j'allais divorcer et par amour rendre la liberté à mon mari. J'ai tout fait pour qu'il s'en aille. J'étais abjecte complètement en disant si je le fais souffrir, finalement, plus le handicap, il finira par craquer, il finira par s'en aller. Pour Thierry, son mari, la situation était devenue difficile à gérer. Ça m'a traversé l'esprit de partir. C'est vrai que vu comme elle me rendait la vie difficile, je me suis dit, est-ce que quand même je vais pouvoir arriver à passer le handicap et comment le vivre? Mais Valérie et Thierry avaient finalement décidé que le handicap ne détruirait pas leur histoire d'amour. Le moindre simple geste, la moindre sortie, eh c'est un bonheur, c'est que du bonheur. On aimerait faire passer justement un message d'espoir en disant qu'effectivement, un jour, la vie, elle peut basculer. Mais qu'en se battant, on peut arriver à quelque chose de magnifique. Oh my love, it's a long way we've come. Depuis sa venue sur notre plateau au printemps dernier, Valérie n'a rien perdu de sa combativité. Depuis qu'on a participé à l'émission, la maladie a quand même un petit peu évolué dans le sens où j'arrive de moins en moins à rester assise, même dans mon fauteuil roulant. Maintenant, l'envie est toujours là et il faut qu'on avance malgré tout. Valérie continue de se battre contre les lourdes conséquences de sa maladie, notamment au travers de son association créée pour toutes les personnes atteintes du même syndrome. Mon combat pour l'association et pour la maladie, c'est énorme. Alors même si mon corps, qui est martyrisé, qui est complètement luxé dans tous les sens, me fait souffrir à fond, en m'occupant les neurones toute la journée, du coup j'arrive le soir et je suis vidée, mais je le suis pour la bonne cause en fait. Faire connaître la maladie, c'est un autre combat que mène Valérie. Et en participant à notre émission, des téléspectatrices ont reconnu les symptômes de cette maladie rare, au diagnostic difficile à poser. Tiffany, qui a 12 ans, qui avait une symptologie assez similaire, qui nous a contactés avec sa maman le lendemain de l'émission. Nous avons envoyé Tiffany et sa maman Sandrine en consultation spécialisée pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. Le diagnostic a été validé pour toutes les deux et depuis, des liens très très forts se sont liés. C'est une amitié qui est à l'intérieur de nous. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. C'est quelque chose de fabuleux. Nathalie, l'aide à domicile de Valérie, et Thierry, son mari, assistent au quotidien à l'évolution de la maladie. Les douleurs sont revenues vraiment au galop, on dirait. Et c'est difficile à vivre pour tous les deux parce qu'elle passe les 3/4 de son temps couchée et a de plus en plus de mal à se lever, quoi. Quand elle fait des blocages respiratoires, j'ai besoin de lui mettre l'oxygène. Quand elle sort, c'est vraiment un miracle, on va dire. De temps en temps, elle craque, ce qui est très humain. Parce qu'il faut pouvoir le supporter, ce qu'elle supporte, ce qu'elle vit. Chaque jour, l'entourage de Valérie tente de l'aider à trouver un équilibre entre son travail pour l'association et son état de santé. Vis-à-vis de l'association, par moment, elle devrait lâcher un petit peu prise, parce que ça lui puise énormément de son énergie. Mais à côté de ça, c'est ce qui lui donne aussi cette force. Des fois, quand ça va pas,
Le fait d'avoir aidé quelqu'un, ben ça lui remet un coup à son moral, on va dire. Elle reste toujours dans un contexte de la maladie et de l'association. J'essaye, moi, de la freiner, mais c'est ce qui la maintient en vie, c'est ce qui l'aide à avancer. Et si c'est ça, eh bien, c'est que notre bonheur à nous deux, quoi. C'est à Perpignan que nous retrouvons Valérie et Thierry qui se rendent à un rendez-vous médical. Moi, j'ai toujours l'appréhension qu'on trouve quelque chose d'autre, quand même d'autres déchirures. On verra bien où il pose sa sonde, ça parlera de toute façon. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Thierry. Régulièrement, Valérie fait des échographies. Sa maladie étant invisible, c'est le seul moyen de contrôler son évolution. Alors là, on a un petit hématome, c'est-à-dire que le muscle est en train de se décoller de sa paroi et fait une petite plage de sang, un petit hématome. Le médecin s'attarde sur chaque articulation et chaque muscle de Valérie, à la recherche de nouveaux signes de la maladie. On fait l'intercostal parce que je brûle trop, j'en peux plus. C'est où? Et de là, et ça va jusque derrière. Tous les tissus de soutien sont en train de lâcher, qu'il s'agisse des tissus digestifs. Ça déchire de plus en plus. Tout à fait, tout à fait. Il faut que je continue l'oxygène pour oxygéner les muscles? Complètement. Si les muscles ne sont pas assez oxygénés, toutes les lésions musculaires vont s'aggraver. Tout va s'aggraver. Lors de ce rendez-vous, c'est une dizaine de luxations et de déchirures qui ont été observées uniquement sur le haut du corps de Valérie. Il faut qu'on se batte jusqu'au bout. Je sais que tu es battante, tu ne me montreras pas si vraiment tu souffres. Tu as un tas de douleurs et tu veux toujours avancer. Ouais, et ce soir, on va faire quelque chose de magnifique pour donner de l'espoir. Ce soir, avec son association, Valérie a organisé un grand événement, une initiation à la Zumba pour sensibiliser le public au syndrome des lers dans l'os. Sandrine et Tiffany, les téléspectatrices, toutes deux atteintes de la maladie, ont tenu à être présentes. T'es belle comme une fleur, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Blanc et rouge, ça allait de soi. On avait dit qu'on pleurait pas. Non, non. On pleure pas. Tous sont unis dans ce combat contre la maladie. C'est très important pour moi ce soir d'être là. Si l'émission n'avait pas été là, on t'aurait certainement jamais rencontré. Et on n'aurait pas été diagnostiqués ni l'une ni l'autre et on n'aurait pas avancé comme on avance. Tu nous as manqué depuis le mois d'août. Là, avec la Zumba, on peut financer la recherche. Ma puce. Je suis sans voix parce que je sais que vous n'êtes pas bien toutes les deux. Vous avez fait énormément de routes et ça, c'est magnifique. C'est pas pour te voir pleurer, c'est pas pour pleurer, c'est juste pour gonfler notre cœur d'énergie et de force. Touchée par Valérie, Sandrine a souhaité mener le combat à ses côtés. Elle a décidé d'ouvrir une antenne de l'association dans sa région. Elle profite donc de conseils sur l'organisation d'un tel événement. On va mettre 2 personnes. 2 personnes. Une caisse, 2 personnes Voilà, 2 et une caisse. personnes. Les gens rentrent, se séparent en 2. Parce que ça va aller assez vite. Peu à peu, la salle se remplit et la soirée peut débuter. Au total, c'est près de 300 personnes qui ont répondu présent à l'appel de Valérie et qui se lancent, avec elle et les autres malades, dans une danse qui leur est tout particulièrement dédiée. Au cours de cette soirée, Valérie, Sandrine et Tiffany auront mis ensemble toute leur énergie dans la lutte contre la maladie. Voilà, et quand on vit ce genre de choses, on a besoin de se sentir utile aussi, de se dépasser en œuvrant aussi pour les autres. Et c'était le sens aussi de votre participation sur notre plateau. Et Tiffany a pu se reconnaître dans ses symptômes.
Tiffany, très émue. Oui. C'est quoi qui vous émeut? C'est l'histoire de cette belle amitié, Oui. de voir cette mobilisation autour de vous? Oui, c'est surtout ça. C'est de voir qu'on bouge, c'est de voir que l'association, elle bouge. On bouge. C'est dur aujourd'hui pour Tiffany parce que sa maman est hospitalisée en urgence. Donc elle a quand même tenu à venir témoigner. Je crois qu'il faut qu'on le fasse aussi pour toutes les personnes qui s'ouvrent dans leur corps parce que c'est important d'avancer. Et finalement, ce qu'on essaye de fédérer, comme on a fait à la Zumba de Noël, Tiffany, c'est simplement de l'espoir. L'espoir, comme tu as dit, c'est pour la recherche. On a un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Thomas, qui voulait même vendre sa PlayStation pour justement reverser au projet Espoir. Donc c'est super important, c'est plein d'émotions. Et toutes ces actions-là permettent justement d'avancer, de fédérer. Et dans le diagnostic, cette émission-là a permis justement d'aider des personnes. Et c'est des petites pierres qui sont posées au fur et à mesure. Et quand on est aidé une première fois, au fur et à mesure, on a d'autres personnes qui sont aidées et qui, à leur tour, vont fédérer cette solidarité. Donc, c'est magique. C'est quel âge, Tiffany? J'ai 12 ans et demi. 12 ans et demi. Je me souviens comme ça d'avoir animé un direct pendant le Téléthon et on avait une petite adolescente qui souffrait d'une maladie du vieillissement, de la cutis laxia, ça s'appelait. Et il n'y avait que 8 cas, je crois, recensés en France. Et pour commencer un programme de recherche, il fallait 10 personnes. Et pendant le direct, il y en a 2 qui se sont manifestés comme ça, qui se sont reconnus dans les symptômes. C'est un peu ce qui t'est arrivé. Donc du coup, aujourd'hui, tu as pu... mettre un nom sur la maladie qui te touche? Mettre un nom sur la maladie et que les autres comprennent que en fait je ne mens pas. Ça, c'est une double peine. Hein. Non seulement vous êtes touché par une maladie, mais en plus ça se voit pas toujours forcément quand vous n'êtes pas sur le fauteuil roulant. Donc en plus il faut supporter que les autres puissent mettre en doute votre état, quoi. C'est ça qui est difficile. C'est ça. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir une maladie semi-invisible. Le fauteuil n'est pas présent 24 heures sur 24 parce qu'on a encore une capacité de marche qui est limitée. Mais d'un autre côté, quand on a toutes nos orthèses, quand on a ces fauteuils, quand on a tout ça, c'est qu'une apparence et on ne va pas chercher spécifiquement ce qu'il y a derrière. Nous, il suffit d'éternuer pour qu'on puisse luxer une côte. Il suffit qu'on bâille ou rire, tout simplement rire, ce qui est humain de rire. C'est une luxation de la mâchoire, c'est dormir, se réveiller avec une luxation de l'épaule. Donc en fait, on a un handicap qui est permanent et qui est généralisé et sur différentes parties du corps. Donc tous les jours, nous sommes obligés de justifier de ce handicap, ce qui est épuisant parce que finalement, il faut sans arrêt mettre des mots sur nos mots. Et pour les plus jeunes qui arrivent, c'est encore plus difficile parce qu'il ne faut pas les déscolariser, bien au contraire. C'est mettre tout en place une structure pour avoir une vie normale, entre guillemets. Et la formation est prioritaire. C'est pour ça que là, on a créé une plaquette d'information pour les enfants et pour les adolescents, parce que les mots des enfants ne sont pas les mêmes que ceux des adolescents ni que ceux des adultes. Et c'est justement grâce à vous, grâce à vos émissions, qu'on peut arriver à mettre des mots sur des mots et à avancer et à redonner de l'espoir et à fédérer tout ça. C'est tout simplement magique. Et puis c'est important de se regrouper, de ne pas être isolé quand on est atteint de ce genre de maladies rares sur lesquelles il reste beaucoup de choses à apprendre. C'est important de pouvoir partager les expériences, se donner des conseils, partager les informations, ce qu'on a appris. Parce que souvent, vous aidez aussi les chercheurs. Vous leur faites part de vos expériences personnelles. C'est ça. Alors oui, tout à fait. Ils ont besoin de savoir ce qui ne va pas. Donc les groupes de discussion sont importants, les témoignages sont importants. Il faut absolument comprendre pour identifier et un jour réparer les gènes. Et ça, c'est fédérateur d'espoir pour les futures générations. Voilà. C'est énorme de bonheur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Qu'il faut s'accrocher, qu'il y a des jours qui sont très difficiles, qu'on peut trouver l'amour. L'amour, on revient sur ça. Et pour les aidants aussi. Les aidants, il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il faut vraiment s'accrocher, aider la personne qui est handicapée, qui est malade, la comprendre, en parler. Le dialogue, on s'est aperçu que c'est très important dans un couple. Et en fait, de pouvoir surtout aider la personne. Son conjoint,
le comprendre. Il faut d'abord comprendre la maladie pour qu'ensuite la personne le vive mieux au quotidien. Une fois que tout est mis en place dans notre quotidien, on peut mieux le gérer. On a des journées qui sont très difficiles, mais n'importe quel être humain a des journées difficiles. Donc il faut s'accrocher et c'est toujours remonter vers le positif. Voilà, c'est surtout ça. Et moi, si je peux me permettre, Tiffany, voilà. Et ça, je pense que c'est important, c'est un bracelet d'urgence avec une clé USB sur lequel on télécharge notre dossier médical qui peut servir à toutes les maladies, avec le nom de la maladie, avec un flashcode qui ramène sur un site internet avec les explications de la maladie pour qu'en cas d'urgence, où vous saurez, ils sauront, pour avoir une prise en charge très importante au niveau hospitalier. Voilà, donc j'imagine que vous l'offrez à Tiffany. On l'offre à Tiffany aujourd'hui parce que c'est important d'avoir cette prise en charge et cette compréhension. C'est dans l'autre sens, si je peux me permettre. Elle est blonde. Non. Elle est terriblement blonde. Et Tiffany, vous avez envie de leur dire quoi? Bah merci. Comme ça, bah, dès que j'arriverai aux urgences, ils me diront pas, bah, c'est rien. C'est ça. C'est pas dans ta tête, Tiffany, c'est vraiment bien dans ton corps. Et il faut qu'ils comprennent le milieu médical que c'est une maladie qui est complexe à diagnostiquer et on ne doit pas te prendre à la légère. Non. Et être à l'écoute. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là que tu as découvert sur le plateau? Tu regardais l'émission quand tu les as découverts? Oui, j'étais en train de regarder la télé et quand Valérie elle a parlé, quand elle a décrit la maladie, bah, je me suis dit dans ma tête, bah, c'est un peu près ce qui m'arrive. C'est un peu près ce qui m'arrive. Et après, quand maman elle a vu le numéro, elle a décidé d'appeler. On a appelé Valérie. Et après, Valérie, elle a dit, je ne suis pas médecin, mais moi, je pense qu'elle a la maladie. Il faut voir un spécialiste. Oui. Tout de suite. Vous habitez à combien d'écart? Complètement à l'opposé. Nous, on est à Perpignan, ils sont complètement... alors, ils sont à Champagne-Ardenne, c'est très loin, c'est très long. Mais je crois qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir une proximité parce qu'on a des réseaux actuels, que ce soit le net, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone. On peut très vite comprendre quand un enfant passe son temps à se luxer toutes les articulations, il faut intervenir. Et là, on a des spécialistes en France. Tu as rencontré un spécialiste? Oui, j'ai rencontré un spécialiste, il m'a diagnostiqué, il a dit que c'était bien cette maladie. À Reims, oui. À Reims. Bon, et est-ce que tu es entourée? Oui. Est-ce que ces larmes coulent tout le temps sur ce petit visage? Non. Non. Hein? Il faut parler aussi. Il y a les symptômes et puis il faut aussi... hein? Avec qui tu es venue aujourd'hui alors? Je suis venue avec mon papa. Est-ce que ta maman s'est fait opérer hier? Oui, ma maman s'est fait opérer hier. On lui fait un petit coucou? Peut-être qu'elle va nous regarder? Oui, elle doit nous regarder. Tu es trop touchante. Hein. En tout cas, ça fait chaud au cœur de se dire qu'il y a des êtres humains généreux et qui œuvrent pour les autres sur cette terre. Hein. Je crois qu'on en a souvent l'exemple dans cette émission et on est heureux de s'en faire l'écho. Mais on voit bien à quel point le lien est utile et peut rendre service aux autres. Tu reviendras nous voir? Oui. Hein? On vous souhaite de rester en contact, de garder votre belle énergie. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être revenu nous voir. Et Sophie, nous aussi, on a une demande personnelle pour l'association. On a un livre d'or où toutes les personnes peuvent déposer un mot. Alors, on aurait aimé avoir un mot de votre part, en fait. Mais avec plaisir. Voilà, Très on vous a honorée. laissé la page d'honneur. Je ne sais pas s'il est à l'endroit. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Je vous donne rendez-vous donc pour le Téléthon. Ce sera le 6 et 7 décembre prochain. On vous attend avec encore, comme à chaque fois, la fête dans toute la France, la solidarité et puis beaucoup d'informations sur les travaux de recherche en cours. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Le parrain, quand même, de cette année, ça sera Patrick Bruel. Donc, je pense qu'on sera très bien accompagnés. Bon après-midi sur France 2. Merci. We'll do it all. Everything on our own. Leur mère est un personnage. Elle a complètement changé de look. Dans toutes circonstances, elle va se faire remarquer. Elle a coupé tout court, elle s'est coloré les cheveux. Et comment elle était perçue par la mère des copines?
Pas comme une emmerdeuse, hein, forcément. Elle a vécu sa crise d'adolescence, voilà. Elles en font trop, en toutes circonstances. Quand vous tombez amoureuse, votre mère passe au second plan. Heureusement, elle est tombée amoureuse d'hommes qui m'aiment beaucoup. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Mais comment vivent-elles cette omniprésence? Quelquefois, je lui en veux de ne pas me laisser assez respirer. À l'âge de 20 ans, je suis allée voir un psy pour exister vraiment, parce que c'était pas possible, quoi. C'était plus possible. Ma fille, c'est le prolongement de mes rêves. Et toi, le début de mon cauchemar.